En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück fonctionnait avec une efficacité mortelle. Sur 100 femmes qui y entraient, 40 n'en ressortaient jamais vivantes. Entre 1939 et 1945, environ 130 000 femmes passèrent par ces portes. Entre 30 000 et 50 000 y moururent, bien que certains historiens portent ce chiffre à 92 000. Ce qui distinguait Ravensbrück n'était pas seulement sa brutalité, mais sa spécificité. Ce fut le seul camp de concentration nazi conçu exclusivement pour détruire les femmes. En 1938, Heinrich Himmler ordonna la construction d'un camp pour les femmes considérées comme ennemies de l'État par le régime. Le site choisi se trouvait à environ 80 km au nord de Berlin, près du village de Ravensbrück, isolé par des forêts et des lacs. Des prisonniers masculins venus d'autres camps construisirent les installations sous la contrainte du travail forcé. Le premier convoi arriva en mai 1939. 867 femmes de Lichtenburg, principalement des prisonnières politiques allemandes et des témoins de Jéhovah. Le camp initial comptait 18 baraquements prévus pour 3000 prisonnières. En 1945, il abritait plus de 50 000 femmes dans les mêmes infrastructures. L'extension du camp accompagna sa brutalité. En 1941, une section pour hommes fut ajoutée, atteignant 8000 prisonniers. Ravensbrück administra plus de 40 sous-camps. En 1943, un crématoire fut construit lorsque le nombre de corps dépassa la capacité locale d'élimination. En janvier 1945, à 3 mois de la libération, la SS fit construire une chambre à gaz. Pendant 6 ans, des trains amenèrent des femmes de plus de 30 pays. Les Polonaises formèrent le groupe le plus important, arrêtées pour activité de résistance ou simplement pour leur niveau d'éducation, dans le cadre du plan nazi d'élimination de l'intelligentsia polonaise. Après 1941, arrivèrent des femmes soviétiques, souvent militaires ou partisanes. Les Françaises comprenaient des combattantes de la résistance capturées. Des institutrices norvégiennes furent envoyées pour avoir refusé d'enseigner la propagande nazie. Le nombre de prisonnières juives augmenta à mesure que la guerre avançait. Des femmes roms et sintis arrivaient en groupes familiaux, parfois avec des filles de 14 ans. Le système des triangles codifiait leurs crimes. Rouge pour les politiques, noir pour les asociales, prostituées, lesbiennes ou roms, violet pour les témoins de Jéhovah, vert pour les criminels de droit commun, jaune pour les juives. Les nazis considérèrent ces femmes particulièrement dangereuses, car elles pouvaient influencer les enfants et les familles en propageant des idées anti-nazis. Ravensbrück devint également un centre de formation pour les gardiennes, où elles apprenaient des méthodes de torture spécifiquement conçues pour les prisonnières. Le voyage vers Ravensbrück durait plusieurs jours dans des wagons à bestiaux, sans nourriture, eau ni sanitaire. Beaucoup arrivaient déjà affaiblis, certaines avec des compagnes mortes durant le trajet. Depuis la gare de Fürstenberg, elles marchaient 1 kilomètre jusqu'au camp, tandis que des gardiens avec des chiens frappaient celles qui trébuchaient. Le processus d'admission était conçu pour détruire psychologiquement avant tout le reste. D'abord, la nudité forcée devant des gardiens hommes et femmes. Les gardiennes, recrutées dans toute l'Allemagne, semblaient prendre un plaisir particulier à humilier des femmes qui avaient autrefois été leurs égales sociales. Les fouilles corporelles n'avaient aucun but de sécurité, seulement de dégradation. Les effets personnels étaient confisqués avec une cruauté délibérée. Alliances arrachées, photos de famille déchirées devant leurs yeux, mèches de cheveux d'enfants jetées à la poubelle, pendant que les gardiennes riaient de celles qui pleuraient. Le rasage des cheveux était particulièrement humiliant. Contrairement au camp d'hommes, où la tête était entièrement rasée, à Ravensbrück, on laissait des bandes ou des motifs dégradants. Moitié de la tête, croix, dessin moqueur. Les poils du corps étaient enlevés avec des lames émoussées qui coupaient et éraflèrent la peau. Les femmes restaient nues, ensanglantées, méconnaissables, même pour elles-mêmes. Les douches étaient glacées, sans savon ni intimité, quelle que soit la saison. Les gardiennes observaient et se moquaient pendant que les femmes tentaient de se couvrir. Elles recevaient ensuite un uniforme, une robe à rayures en tissu rugueux qui irritait la peau, des sous-vêtements rarement à la bonne taille, des sabots en bois qui provoquaient plaies et infections. En hiver, parfois un manteau mince sans réelle protection contre le froid.
L'enregistrement les transformait en numéros. Chaque prisonnière recevait un numéro cousu sur l'uniforme, non tatoué. Elles étaient photographiées, prises d'empreintes, classifiées. Les accusations étaient souvent fabriquées. Avoir aidé un voisin, être parente d'un résistant, ou simplement avoir la mauvaise nationalité. La journée commençait par les sirènes. 3 minutes pour s'habiller et sortir pour l'appel. Les femmes restaient en rang parfait pendant des heures sous la pluie, la neige ou le soleil. Les règles garantissèrent la mort. Bouger signifiait être battu, s'évanouir signifiait être abandonné. Durant l'hiver 1944, des femmes moururent gelées, debout, leur corps maintenu droit par la pression de celles qui les entouraient. Le petit déjeuner était une moquerie, une tasse d'un liquide brun appelé café, fait de gland et contenant littéralement de la terre, accompagné d'un petit morceau de pain, puis suivait 12 heures de travail esclave. Certaines travaillaient dans les usines textiles de la SS, produisant des uniformes pour la Wehrmacht, les doigts en sang à cause du rythme imposé. Siemens exploitait 20 ateliers où les femmes assemblaient des composants militaires avec des produits chimiques qui brûlaient les mains et les poumons. Celles qui travaillaient à l'intérieur étaient chanceuses comparées aux équipes extérieures. Les brigades de construction portèrent des pierres qui brisaient les dos. Des femmes mélangeaient le béton à main nue dans des températures glaciales. Les équipes agricoles vidaient des marais, enfoncés jusqu'à la taille dans l'eau gelée, ou abattaient des forêts avec des outils inadéquats. Certaines étaient attachées comme des animaux à des rouleaux pour aplatir les routes, car les chevaux étaient jugés trop précieux. En hiver, elles déblayaient la neige sans gants, pendant que les gardiennes frappaient celles qui s'arrêtaient. Le travail lui-même était une arme. Les gardiennes fixaient des quotas impossibles et battaient celles qui ne les atteignaient pas, parfois jusqu'à la mort, devant tout le groupe. Les femmes juives recevaient toujours les pires tâches, vider les latrines à main nue, transporter les cadavres vers le crématoire, des travaux qui garantissaient blessures et morts. Une femme qui ne pouvait plus remplir son quota était marquée pour l'élimination. La SS calculait précisément combien de temps une femme pouvait survivre avec des rations de famine, tout en effectuant un travail épuisant. 6 mois en moyenne avant l'effondrement total. Le déjeuner consistait en une soupe claire, parfois quelques épluchures de pommes de terre flottant dans un liquide gras ou des morceaux de navets pourris. Le dîner était un morceau de pain, parfois avec une trace microscopique de margarine ou de confiture de betterave. L'apport calorique quotidien restait généralement en dessous de 1000 calories, chutant sous les 800 à la fin de 1944. La faim dominait chaque pensée. Les femmes rêvaient de nourriture, parlaient sans cesse de recettes de leur vie passée, observèrent leur corps se consumer. Elles développaient des symptômes distinctifs, jambes enflées à cause de l'œdème, gencives saignant du scorbut, cheveux tombant par poignées. Le corps consommait ses tissus musculaires pour survivre, puis attaquait les organes. Les fonctions mentales se détérioraient à mesure que le cerveau mourait de faim. Elles oubliaient les noms de leurs enfants, ne savaient plus quel jour on était, perdaient la capacité de faire des calculs simples. L'infirmerie du camp existait comme une plaisanterie cruelle. Les docteurs et infirmières prisonnières n'avaient ni médicaments, ni bandages, ni moyens réels. L'infirmerie était connue comme l'endroit où l'on allait mourir, où les femmes s'entassaient sur des matelas immondes, se contaminant mutuellement avec le typhus, la tuberculose ou la dysenterie. En 1942, commencèrent les expériences médicales. Environ 74 jeunes femmes polonaises furent sélectionnées pour des expérimentations chirurgicales. Les médecins de la SS infectaient délibérément des plaies avec des bactéries et de la gangrène gazeuse pour tester des traitements de champs de bataille. Ils brisaient des os à coups de marteau, coupaient des muscles et des nerfs, retiraient des sections d'os. Les femmes ne recevaient aucune anesthésie, si ce n'est une légère sédation initiale, et hurlaient pendant les interventions qui les laissaient définitivement estropiées. Les médecins appelèrent ces femmes les lapines, à cause de la manière dont elles sautaient après les opérations, incapables de marcher normalement. Władysława Karolewska eut le tibia enlevé, laissant sa jambe raccourcie et inutilisable. Maria Breuel-Platter eut des sections de muscles prélevées dans la cuisse. Plusieurs moururent d'infection. D'autres furent exécutées lorsqu'elles étaient trop faibles pour servir encore de sujet d'expérimentation.
Les expériences de stérilisation visaient directement la reproduction. Le docteur Karl Kloberg injectait des produits caustiques dans les organes reproducteurs, provoquant brûlures internes et hémorragies. D'autres médecins utilisaient des rayons X pour détruire les ovaires, laissant les femmes dans une agonie terrible à cause des brûlures de radiation. Les femmes roms et juives étaient des cibles particulières, considérées comme des menaces raciales dont la fertilité devait être supprimée. Les maladies transformaient les baraquements en pièges mortels. Le typhus tuait des milliers de femmes, causant fièvre de plus de 40 degrés et éruptions caractéristiques. La tuberculose prospérait dans l'humidité, se propageant par la toux dans des baraques surpeuplées. La dysenterie faisait encore plus de victimes. Des femmes se souillaient pendant l'appel, incapables de rompre la formation. La déshydratation tuait en quelques jours. En janvier 1945, une épidémie de typhus fit mourir entre 50 et 80 femmes par jour à son apogée. En 1942, Ravensbrück rejoignit le programme d'euthanasie 14F13, envoyant les prisonnières jugées inaptes vers les chambres à gaz de Bernburg et Hartheim. Le premier transport comprenait 16 femmes à qui l'on avait dit qu'elles partaient dans des camps de convalescence. En réalité, elles furent gazées au monoxyde de carbone. En 1944, entre 5000 et 6000 femmes avaient été assassinées dans le cadre de ce programme. La chambre à gaz inaugura l'escalade finale. En janvier 1945, alors que les forces soviétiques approchaient, la SS construisit une chambre à gaz à côté du crématoire. Entre la fin janvier et avril 1945, entre 5000 et 6000 femmes furent gazées, principalement des prisonnières juives, des malades et des témoins potentiels. La sélection devint une terreur quotidienne. Les femmes tentaient désespérément d'avoir l'air en bonne santé. Les marches de la mort firent les dernières victimes. Le 25 avril 1945, alors que l'armée rouge se trouvait à quelques kilomètres, la SS força environ 20 000 femmes à marcher vers le nord-ouest. Celles qui ne pouvaient pas suivre étaient immédiatement abattues. D'autres moururent d'épuisement, d'exposition ou de faim sur la route. Les chemins quittant Ravensbrück étaient jonchés de cadavres de femmes ayant survécu des années dans le camp, seulement pour mourir à la veille de la liberté. Résistance en enfer. Les Lapines polonaises organisèrent un réseau de résistance extraordinaire. Grâce à un appareil photo introduit clandestinement, elles documentèrent leurs blessures comme preuve. Elles écrivirent des récits détaillés de chaque expérience, cachant les documents dans les murs et dans des contenants enterrés. Lorsque la SS tenta de les tuer pour éliminer les preuves, le camp tout entier se souleva pour les protéger. D'autres prisonnières les cachaient dans différentes baraques, les déplaçant constamment. Des femmes risquèrent leur vie en partageant leurs maigres rations avec des lapines trop affaiblies pour travailler. Lors des fouilles de la SS, les prisonnières créaient des distractions pour protéger celles qui étaient dissimulées. À la libération, 63 des 74 lapines avaient survécu. Le sabotage devint une forme d'art. Les femmes travaillant dans l'usine Siemens connectèrent volontairement mal les composants pour provoquer des pannes dans le matériel allemand. Les ouvrières textiles cousaient des uniformes aux coutures fragiles, destinés à se déchirer. Les cuisinières ajoutaient de l'eau à la soupe pour nourrir davantage de prisonnières. La résistance culturelle maintenait l'humanité en vie. Les prisonnières françaises composèrent des chansons, les femmes russes récitèrent de la poésie, les femmes juives célébraient secrètement les fêtes religieuses, improvisant des menorahs avec du fil de fer volé et partageant des miettes conservées pour marquer la Pâque. Les réseaux d'information sauvèrent des vies. Les prisonnières travaillant dans les bureaux de la SS avertissaient des sélections à venir, permettant à certaines femmes de se pincer les joues pour avoir meilleure mine ou d'échanger leurs vêtements pour paraître en meilleure santé. Les infirmières cachaient les malades aux médecins SS, falsifiant les registres pour éviter leur déportation. Les forces soviétiques libérèrent Ravensbrück le 30 avril 1945, découvrant entre 2000 et 3000 femmes désespérément malades, trop faibles pour marcher, abandonnées par la SS pour mourir. Beaucoup périrent dans les jours et semaines suivantes, leur corps trop détruit par les années de faim et de maladie pour se rétablir, même avec des soins médicaux. Le procès des médecins de Nuremberg porta Ravensbrück à l'attention du monde. En décembre 1946, 4 lapines polonaises témoignèrent.
Adwigayido et d'autres soulevèrent leurs jupes, montrant leurs jambes mutilées par les expériences. Le tribunal fut horrifié devant les cicatrices profondes, les muscles manquants, les membres raccourcis. Leurs voix calmes réduisirent à néant toute défense de nécessité médicale. Le docteur Karl Gebhardt fut condamné à mort. Son assistant reçut la prison à vie. La doctoresse Hertha Oberhäuser fut condamnée à 20 ans, mais n'en purgea que 5. Les procès de Hambourg se poursuivirent de 1946 à 1948. Les tribunaux britanniques jugèrent le personnel du camp, notamment la gardienne Dorothea Beans, qui battait des femmes à mort en fredonnant des airs d'opéra. Derrière chaque statistique se trouvait une femme aux rêves brisés, Maria Skoptsova, une nonne russe morte dans la chambre à gaz, Milena Jesenska, la correspondante de Kafka, Lina Steinbach, une adolescente rome. Ravensbrück montre comment la déshumanisation rend possible le meurtre de masse par la faim, la maladie, le travail forcé et l'exécution. Le système écrasait les vies des femmes tout en générant des profits pour les entreprises liées à la SS. Le génocide commence par des lois qui séparent et une propagande qui déshumanise. Il progresse à travers une bureaucratie qui banalise le meurtre, transformant des personnes ordinaires en bourreaux. Il s'achève lorsque des milliers ne rentrent jamais chez elles parce que des humains ont construit des systèmes pour les détruire. Quand nous disons que 50 000 femmes sont mortes à Ravensbrück, chacune était une mère qui ne put plus serrer ses enfants, une fille que ses parents cherchèrent en temps vain. Elles sont mortes pour ce qu'elles étaient. Leur mémoire exige que nous reconnaissions et résistions à la déshumanisation. Quand les sociétés décident que certaines vies valent moins, quand la peur réduit au silence la conscience, des lieux comme Ravensbrück deviennent possibles.